Le monde retient son souffle. Au Moyen-Orient, deux puissances s'affrontent dans une danse de feu et d'acier. D'un côté, Iran, la République islamique, berceau de la révolution de 1979, nation de 75 millions d'âmes, armée de missiles balistiques capables de frapper à 1500 km de distance. De l'autre, Israël, l'État hébreu, petit territoire grand comme un mouchoir de poche, mais doté d'une des armées les plus sophistiquées de la planète, avec ses F-35 furtifs, ses sous-marins à propulsion nucléaire, son bouclier antimissile, dôme de fer. Entre les deux, des millions de civils. Et au-delà des frontières de cette poudrière, un géant silencieux observe. Ce géant, c'est l'Algérie. 44 millions d'habitants. La première armée d'Afrique en termes de budget. Un pays qui, depuis son indépendance arrachée dans le sang en 1962, n'a jamais cessé de construire, de former, d'équiper, de moderniser ses forces armées. Mais quelle est la position réelle de l'armée nationale populaire, la NP, face à ce conflit qui embrase le Proche-Orient? Quelle est la doctrine algérienne? Quelles sont ses capacités militaires réelles? Et surtout, si demain la région bascule dans une guerre totale, comment l'Algérie se positionnera-t-elle? C'est ce que nous allons décrypter aujourd'hui sur Algérie puissance. Pour comprendre où se situe l'Algérie dans ce conflit, il faut d'abord comprendre ce conflit lui-même. L'Iran et Israël n'ont pas toujours été ennemis. Sous le régime du Shah Mohammad Reza Pahlavi, les deux nations entretenaient des relations discrètes mais solides, des échanges commerciaux, des coopérations pétrolières, même une certaine complicité stratégique face à la menace soviétique. Tout bascule en 1979, la révolution islamique. Khomeini prend le pouvoir et Israël devient du jour au lendemain l'ennemi absolu, le petit Satan, selon la rhétorique de Téhéran, pendant que les États-Unis endossaient le rôle du grand Satan. Depuis lors, le conflit s'est structuré autour de trois axes principaux. Premier axe, le nucléaire. L'Iran développe depuis des décennies un programme nucléaire que Tel Aviv considère comme une menace existentielle. Israël a déjà frappé des réacteurs irakiens en 1981, des installations syriennes en 2007. La question n'est pas de savoir si Israël frapperait l'Iran nucléaire, mais quand et comment. Deuxième axe, le financement du terrorisme, ou selon les mots de Téhéran, la résistance. L'Iran finance, arme et entraîne le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien, le djihad islamique ou les Houthis yéménites. C'est ce qu'on appelle l'axe de la résistance, un réseau de proxys qui permet à l'Iran de mener une guerre asymétrique contre Israël sans affrontement direct. Troisième axe, la Syrie comme champ de bataille. Depuis 2011, la Syrie est devenue le théâtre d'une confrontation permanente. Israël bombarde régulièrement des convois d'armes iraniens sur le territoire syrien, l'Iran maintient des positions militaires près du Golan. Une guerre froide qui parfois vire très chaude. Mais ce qui a changé la donne, ce sont les événements d'avril 2024. Pour la première fois de son histoire, l'Iran a frappé directement le territoire israélien. Pas par proxy, pas par intermédiaire, directement. Plus de 300 drones et missiles ont été lancés depuis le sol iranien vers Israël. La quasi-totalité ont été interceptés par le système israélien, mais aussi par les forces américaines, britanniques, françaises et jordaniennes. Ce soir-là, le monde a changé. Une ligne rouge, longtemps théorique, venait d'être franchie. Israël a répondu, puis l'Iran a répondu à la réponse. Le cycle de l'escalade, ici maîtrisé par des règles tacites, commençait à se dérégler. Et dans les capitales arabes, dans les quartiers généraux des états-majors, dans les salles de situation des services de renseignement, la même question se posait. Et si ça dégénère vraiment? Pour Alger, cette question n'est pas théorique, elle est vitale. L'Algérie n'est pas un pays comme les autres. C'est une nation qui a vécu l'occupation coloniale pendant 132 ans. Une nation qui a souffert, saigné, résisté. Une nation qui comprend dans sa chair et dans son histoire ce que signifie la souveraineté. Cette expérience a forgé une doctrine diplomatique et militaire unique, le principe de non-intervention dans les affaires étrangères des États. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un calcul stratégique cohérent maintenu depuis 1962 avec une remarquable constance.
L'Algérie ne fait pas partie de coalitions militaires offensives. Elle ne déploie pas ses troupes hors de son territoire pour des opérations de guerre. Elle ne prend pas parti dans les conflits interestatiques. Mais attention, ne pas prendre parti ne signifie pas ne pas avoir de position. Sur le conflit iranien-israélien, la position algérienne est claire, cohérente et articulée autour de 3 points. Premièrement, la cause palestinienne est juste et inaliénable. L'Algérie a toujours soutenu le droit du peuple palestinien à un État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale. Cet soutien est historique, constant et ne varie pas en fonction des gouvernements. Deuxièmement, la souveraineté des États de la région doit être respectée. Cela s'applique à l'Iran comme à tous les autres. L'Algérie s'oppose aux tentatives d'hégémonie, qu'elles soient d'Israël, des États-Unis ou de toute autre puissance. Troisièmement, les solutions militaires ne peuvent pas résoudre les conflits politiques. L'Algérie croit fondamentalement, même si parfois avec idéalisme, à la voie diplomatique, aux organisations multilatérales et à la négociation. Certains observateurs tentent de classifier l'Algérie dans un camp ou dans l'autre. C'est une erreur d'analyse. L'Algérie n'est pas pro-iranienne. Les relations entre Alger et Téhéran sont cordiales mais distantes. Il n'existe pas d'alliance militaire formelle entre les deux pays. L'Algérie ne fait pas partie de l'axe de la résistance. Elle entretient des échanges diplomatiques normaux avec l'Iran, sans plus. Il y a même des points de tension. L'Algérie est un État laïque dans sa constitution, et l'exportation de l'idéologie islamiste iranienne est perçue avec méfiance à Alger. Le souvenir de la décennie noire des années 1990, lorsque des groupes terroristes ensanglantaient le pays, reste vivace. Toute ingérence religieuse extérieure est regardée avec suspicion. L'Algérie n'est pas non plus pro-israélienne. Elle ne reconnaît pas l'État d'Israël. Elle n'entretient aucune relation diplomatique avec Tel Aviv. Elle a voté contre les accords d'Abraham, ces normalisations entre Israël et plusieurs pays arabes négociées par l'administration Trump. Elle considère que normaliser avec Israël sans résolution préalable de la question palestinienne est une trahison de la cause arabe. Mais, et c'est important, l'Algérie n'est pas dans une logique de guerre totale contre Israël non plus. Elle ne finance pas le Hamas, elle ne livre pas d'armes au Hezbollah. L'Algérie joue sa propre partition, et cette partition a un nom, la puissance souveraine non alignée. Maintenant, parlons de l'outil militaire lui-même. L'Armée nationale populaire, l'ANP, est, selon tous les classements sérieux, la première puissance militaire d'Afrique et l'une des plus importantes du monde arabe. En termes de budget, l'Algérie consacre chaque année entre 9 et 14 milliards de dollars à sa défense nationale. Pour donner une échelle de comparaison, c'est plus que le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie réunis. L'ANP compte environ 300 000 hommes et femmes sous les drapeaux, auxquels s'ajoutent environ 150 000 réservistes. Un potentiel humain considérable. L'organisation est structurée en 6 grandes régions militaires. La première région militaire, avec Blida comme chef-lieu, couvre le nord central du pays. La deuxième région militaire, à Oran, couvre le nord-ouest. La troisième région militaire, à Béchar, protège le flanc saharien occidental. La quatrième région militaire, à Ouargla, surveille le vaste Sahara central. La cinquième région militaire, à Constantine, sécurise l'Est et la frontière avec la Tunisie. La sixième région militaire, à Tamanrasset, couvre l'immense sud profond. Cette organisation reflète la réalité géographique algérienne, un vaste territoire de 2 380 000 km², le plus grand d'Afrique, qu'il faut surveiller, défendre, maîtriser. Sur le plan terrestre, l'armée algérienne dispose d'un arsenal redoutable. Le parc blindé compte plusieurs centaines de chars de combat principaux. Les T-90SA russes forment la colonne vertébrale de la force blindée. Des engins modernes, équipés de systèmes de protection active, capables d'engager des cibles à plusieurs kilomètres. L'Algérie a également modernisé ses T-72, les adaptant aux conditions climatiques et tactiques propres au théâtre nord-africain. L'artillerie est une composante clé. Des lanceurs multiples de roquettes de type BM-30 Smerch, surnommés de Tornado par les Russes, capables d'envoyer 12 roquettes sur une zone de cible en 20 secondes. Des obusiers automoteurs 2 S-19 MSTA, des systèmes d'artillerie longue portée. L'Algérie peut frapper loin, fort et massivement. L'infanterie mécanisée dispose de milliers de véhicules de combat, BMP-1, BMP-2, BRDM de reconnaissance. La capacité de projection de la force est réelle. Et surtout, l'Algérie a développé une expertise unique dans la guerre asymétrique, dans la contre-insurrection, dans les opérations en terrain désertique.
20 ans de lutte contre le terrorisme dans les Aurès, dans le Sahara, dans les montagnes de Kabylie, ont créé une armée aguerrie, expérimentée, psychologiquement solide. Ce n'est pas une armée de parade, c'est une armée de combat. Mais c'est peut-être dans les airs que la puissance algérienne s'exprime le plus spectaculairement. Elle entretient des échanges diplomatiques normaux avec l'Iran, sans plus. Il y a même des points de tension. L'Algérie est un État laïque dans sa constitution, et l'exportation de l'idéologie islamiste iranienne est perçue avec méfiance à Alger. Le souvenir de la décennie noire des années 1990, lorsque des groupes terroristes ensanglantaient le pays, reste vivace. Toute ingérence religieuse extérieure est regardée avec suspicion. L'Algérie n'est pas non plus pro-israélienne. Elle ne reconnaît pas l'État d'Israël. Elle n'entretient aucune relation diplomatique avec Tel Aviv. Elle a voté contre les accords d'Abraham, ces normalisations entre Israël et plusieurs pays arabes négociées par l'administration Trump. Elle considère que normaliser avec Israël sans résolution préalable de la question palestinienne est une trahison de la cause arabe. Mais, et c'est important, l'Algérie n'est pas dans une logique de guerre totale contre Israël non plus. Elle ne finance pas le Hamas, elle ne livre pas d'armes au Hezbollah. L'Algérie joue sa propre partition, et cette partition a un nom, la puissance souveraine non alignée. Maintenant, parlons de l'outil militaire lui-même. L'Armée nationale populaire, l'ANP, est, selon tous les classements sérieux, la première puissance militaire d'Afrique et l'une des plus importantes du monde arabe. En termes de budget, l'Algérie consacre chaque année entre 9 et 14 milliards de dollars à sa défense nationale. Pour donner une échelle de comparaison, c'est plus que le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie réunis. L'ANP compte environ 300 000 hommes et femmes sous les drapeaux, auxquels s'ajoutent environ 150 000 réservistes. Un potentiel humain considérable. L'organisation est structurée en 6 grandes régions militaires. La première région militaire, avec Blida comme chef-lieu, couvre le nord central du pays. La deuxième région militaire, à Oran, couvre le nord-ouest. La troisième région militaire, à Béchar, protège le flanc saharien occidental. La quatrième région militaire, à Ouargla, surveille le vaste Sahara central. La cinquième région militaire, à Constantine, sécurise l'Est et la frontière avec la Tunisie. La sixième région militaire, à Tamanrasset, couvre l'immense sud profond. Cette organisation reflète la réalité géographique algérienne, un vaste territoire de 2 380 000 km², le plus grand d'Afrique, qu'il faut surveiller, défendre, maîtriser. Sur le plan terrestre, l'armée algérienne dispose d'un arsenal redoutable. Le parc blindé compte plusieurs centaines de chars de combat principaux. Les T-90SA russes forment la colonne vertébrale de la force blindée. Des engins modernes, équipés de systèmes de protection active, capables d'engager des cibles à plusieurs kilomètres. L'Algérie a également modernisé ses T-72, les adaptant aux conditions climatiques et tactiques propres au théâtre nord-africain. L'artillerie est une composante clé. Des lanceurs multiples de roquettes de type BM-30 Smerch, surnommés de Tornado par les Russes, capables d'envoyer 12 roquettes sur une zone de cible en 20 secondes. Des obusiers automoteurs 2 S-19 MSTA, des systèmes d'artillerie longue portée. L'Algérie peut frapper loin, fort et massivement. L'infanterie mécanisée dispose de milliers de véhicules de combat, BMP-1, BMP-2, BRDM de reconnaissance. La capacité de projection de la force est réelle. Et surtout, l'Algérie a développé une expertise unique dans la guerre asymétrique, dans la contre-insurrection, dans les opérations en terrain désertique. 20 ans de lutte contre le terrorisme dans les Aurès, dans le Sahara, dans les montagnes de Kabylie, ont créé une armée aguerrie, expérimentée, psychologiquement solide. Ce n'est pas une armée de parade, c'est une armée de combat. Mais c'est peut-être dans les airs que la puissance algérienne s'exprime le plus spectaculairement. La force aérienne algérienne dispose d'une flotte significative de chasseurs Su-30 MKA, des appareils polyvalents de 4e génération capables d'atteindre Mach 2, d'emporter une charge utile de 8 tonnes d'armement et de conduire des missions air-air comme air-sol sur des distances considérables. Ces Su-30 ne sont pas les modèles basiques exportés vers certains pays africains. Ce sont des versions spécifiquement configurées pour l'Algérie, avec des systèmes d'avionique avancés, des radars performants et une capacité de ravitaillement en vol. La flotte comprend également des MiG-29 SMT, des avions de supériorité aérienne redoutables, et des Su-24 MK pour les missions de bombardement, des Su-25 pour l'appui au sol tactique. L'Algérie a également acquis des hélicoptères d'attaque Mi-28NE, le chasseur de nuit russe, comparable à l'AH-64 Apache américain, et des Mi-35M.
Ces plateformes donnent à l'ANP une capacité d'appui-feu héliporté de premier plan en Afrique. Parlons enfin de la défense aérienne. C'est là que l'Algérie a fait ses plus grands investissements récents. Le système S-400 Triomphe, acquis auprès de la Russie, le même système qui a provoqué une crise entre la Turquie et l'OTAN, donne à l'Algérie une capacité de déni d'accès aérien sur plusieurs centaines de kilomètres de rayon. Il peut engager des cibles à 400 km de distance, intercepter des missiles balistiques de courte et moyenne portée. En complément, les systèmes S-300 PMU-2, les Buk M2E et les Pantsir S-1 créent un réseau de défense aérienne multicouche du sol jusqu'à la haute altitude. Pour être direct, aucun pays africain ne dispose d'une telle capacité de défense aérienne. Et dans la région arabe, seuls l'Égypte et l'Arabie saoudite peuvent rivaliser, avec des ressources pétrolières sans commune mesure. La marine algérienne est souvent le parent pauvre des analyses, mais elle mérite qu'on s'y arrête. L'Algérie dispose de sous-marins de classe Kilo, des sous-marins diesel électriques connus dans les milieux militaires sous le surnom de trous noirs en raison de leur discrétion acoustique exceptionnelle. Ces submersibles peuvent opérer en Méditerranée, en Atlantique, dans la mer Rouge. Ils emportent des torpilles et des missiles de croisière. La flotte de surface comprend des frégates armées de missiles anti-navires et de systèmes de défense aérienne de courte portée, des corvettes, des patrouilleurs, des bâtiments amphibies. La Méditerranée est une zone stratégique vitale pour l'Algérie. C'est par là que passent ses exportations d'hydrocarbures, c'est là que naviguent les flottes de l'OTAN, c'est là que se jouerait tout scénario de crise majeure. Une marine crédible n'est pas un luxe pour l'Algérie, c'est une nécessité. Analysons maintenant les scénarios concrets et la posture algérienne dans chacun d'eux. Premier scénario, une guerre régionale limitée entre Israël et l'Iran impliquant le Liban, Gaza, la Syrie, peut-être le Yémen. Dans ce scénario, la posture algérienne reste celle d'observateur actif. Alger condamne verbalement les frappes israéliennes, elle vote à l'ONU en faveur des résolutions appelant à un cessez-le-feu, elle ouvre ses couloirs humanitaires, envoie peut-être de l'aide médicale, elle accueille des conférences diplomatiques. Mais elle ne s'implique pas militairement. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a aucun intérêt direct dans la géographie du conflit. Gaza, le Liban, la Syrie, ces territoires sont éloignés. L'Algérie n'a pas de base militaire dans la région, elle n'a pas de corps expéditionnaire capable d'opérer à 2000 km de ses frontières. Et surtout, elle est consciente que s'engager militairement sans possibilité de peser sur l'issue du conflit serait suicidaire sur le plan stratégique. Dans ce scénario, l'Algérie joue le rôle qu'elle joue le mieux, le médiateur potentiel, la voix du Sud, la puissance qui appelle à la raison. Deuxième scénario, le conflit s'embrase, le Liban s'effondre encore davantage, la Syrie replonge dans le chaos, l'Irak se fragmente. Là, l'Algérie n'est plus spectatrice lointaine. Elle devient un acteur en première ligne d'une crise humanitaire et sécuritaire. Une déstabilisation profonde du Maghreb oriental, Libye, Tunisie, pourrait créer un appel d'air pour des groupes armés, des migrants, des trafics d'armes. L'Algérie partage 2200 km de frontières avec la Libye, 700 km avec la Tunisie. Ces frontières méridionales sont déjà sous pression. Le Sahel est en feu, avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger basculant dans une instabilité chronique, des groupes djihadistes actifs sur des milliers de kilomètres de désert. Dans ce scénario, l'ANP passe en posture haute. Mobilisation des réservistes, renforcement des dispositifs frontaliers, activation des systèmes de surveillance aérienne et satellitaire. L'Algérie, qui a investi massivement dans des systèmes de surveillance des frontières, radars, drones, capteurs, montre ici la valeur de ces investissements. La sécurité intérieure devient également une priorité. Le DRS, le département du renseignement et de la sécurité, montre en alerte. Les islamistes radicaux, même marginaux en Algérie, pourraient chercher à capitaliser sur un embrasement régional. Troisième scénario, le pire, la guerre totale. Israël frappe les installations nucléaires iraniennes, l'Iran riposte massivement, des missiles balistiques pleuvent sur les villes, les Houthis paralysent le trafic maritime en mer Rouge, le Hezbollah déclenche sa guerre depuis le Liban, l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Le prix du pétrole explose, l'économie mondiale s'effondre, la région entre dans une logique d'apocalypse. Dans ce scénario, aucun pays du monde ne reste indemne, pas même l'Algérie. Pour Alger, ce scénario génère des opportunités économiques à court terme, les hydrocarbures algériens deviendraient plus précieux que jamais pour une Europe coupée du pétrole du Golfe, mais il génère aussi des risques immenses, déstabilisation régionale totale, afflux de réfugiés, groupes armés profitant du chaos.
L'Algérie, dans ce scénario, doit naviguer entre deux impératifs contradictoires. D'un côté, ne pas entrer dans le conflit pour préserver sa sécurité nationale, de l'autre, ne pas laisser sa région s'embraser sans réaction sous peine de se retrouver encerclée par le chaos. C'est le dilemme existentiel de toute puissance régionale face à un conflit qui la dépasse. Les relations entre l'Algérie et l'Iran méritent un examen approfondi, car elles sont souvent caricaturées. Il existe des convergences réelles. Sur la Palestine, les deux pays partagent d'un positionnement similaire, soutien à la cause palestinienne, opposition à l'occupation israélienne. Sur la question de la multipolarité, le refus d'un monde unipolaire dominé par Washington, les vues convergent. L'Iran et l'Algérie entretiennent des relations diplomatiques normales, des échanges commerciaux modestes mais réels, des coopérations dans le domaine de l'énergie, des discussions sur les équilibres régionaux. Mais il y a des divergences fondamentales. L'Algérie est jalouse de sa laïcité constitutionnelle. Elle ne veut pas d'un modèle de république islamique. Elle a trop souffert de la violence islamiste pour accepter que quiconque, incluant Téhéran, exporte une idéologie politico-religieuse sur son sol. L'Algérie a également des intérêts économiques en Méditerranée et en Europe qui ne sont pas toujours compatibles avec la stratégie iranienne. Les hydrocarbures algériens alimentent l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne. Alger ne peut se permettre de s'aliéner ses partenaires européens. Et l'Algérie darde une méfiance profonde envers les jeux d'influence. Que ce soit l'Iran, la Turquie, le Qatar ou d'autres acteurs régionaux, Alger refuse d'être instrumentalisé. La relation est donc cordiale, distante et pragmatique. Ni alliance, ni hostilité. Une coexistence intéressée. L'Algérie ne reconnaît pas l'État d'Israël. Ce n'est pas une anomalie, c'est une position politique cohérente avec l'histoire algérienne et avec ses engagements envers le peuple palestinien. Depuis 1962, l'Algérie a soutenu l'OLP, a accueilli Yasser Arafat à de nombreuses reprises, a été l'un des premiers pays à reconnaître l'État de Palestine en 1988 lorsque le Conseil national palestinien l'a proclamé à Alger même. Alger, la ville, a été le lieu de cette déclaration historique. Ce n'est pas un hasard. L'Algérie voulait affirmer symboliquement son rôle de capitale de la cause des peuples en lutte pour leur indépendance. Cette posture n'a pas varié avec les changements de gouvernement. Sous Boumedienne, sous Chadli, sous Bouteflika, sous Tebboune, la non-reconnaissance d'Israël est une constante. Pendant les accords d'Abraham de 2020, lorsque les Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Soudan ont normalisé leurs relations avec Israël, l'Algérie a été l'une des voix les plus critiques. Pour Alger, normaliser sans résolution préalable de la question palestinienne, c'est abandonner les Palestiniens. Cette position est parfois critiquée par des analystes qui la jugent dogmatique ou contre-productive, mais elle correspond à une vision politique cohérente et à une base populaire réelle. L'opinion populaire algérienne est profondément pro-palestinienne. L'Algérie n'est pas une armée du passé. Elle investit massivement pour préparer les guerres de demain. Les grands programmes d'acquisition de ces dernières années témoignent d'une vision stratégique claire. Dans le domaine aérien, la montée en puissance se poursuit avec la modernisation de la flotte de Su-30. Des discussions sont également en cours pour l'acquisition de systèmes de drones, de reconnaissance, mais aussi de combat. La guerre du Haut-Karabakh en 2020, où les drones turcs Bayraktar TB2 ont écrasé les blindés arméniens, a été une leçon retenue par tous les états-majors du monde, y compris algériens. Dans le domaine missile, l'Algérie dispose de capacités anti-navires grâce aux missiles P-800 Onyx, des missiles supersoniques capables de raser les flots à Mach 2,5 et de frapper des navires à plusieurs centaines de kilomètres. Dans le domaine de la guerre électronique, crucial dans les conflits modernes, l'Algérie a investi dans des systèmes russes et cherche à développer ses propres capacités. La cyberdéfense est un domaine émergent mais pris au sérieux. L'ANP a créé des structures dédiées à la protection des systèmes d'information critiques et à la surveillance des menaces digitales. Et last but not least, l'industrie de défense nationale. L'Algérie cherche depuis des années à réduire sa dépendance aux importations. Le groupement des industries militaires, créé en 2014, vise à développer une base industrielle de défense nationale. Des véhicules blindés légers sont déjà assemblés en Algérie. Des munitions sont produites localement. L'ambition est de monter en gamme progressivement. La politique d'acquisition algérienne dit beaucoup sur ses priorités géopolitiques. La Russie reste le partenaire principal. Entre 70 et 80% des équipements militaires algériens sont d'origine russe. C'est un héritage de la guerre froide, lorsque l'URSS soutenait les mouvements de libération nationale africains. Mais c'est aussi un choix délibéré d'aujourd'hui. Les équipements russes sont fiables, performants et n'accompagnent pas de conditionnalité politique gênante, contrairement aux ventes d'armes américaines ou européennes.
La relation avec Moscou est pragmatique. L'Algérie n'a pas soutenu la résolution de l'ONU condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. Elle s'est abstenue. Ce n'est pas de la complicité, c'est du calcul. Elle ne veut pas se fâcher avec un partenaire militaire et économique essentiel. La Chine monte en puissance dans le partenariat algérien. Des accords commerciaux massifs, des projets d'infrastructures et une coopération militaire croissante. L'Algérie a acquis des radars et des systèmes d'armement d'origine chinoise. Pékin est devenu incontournable. L'Europe reste un partenaire économique majeur. Italie, France, Espagne sont des clients vitaux pour le gaz algérien. Mais la coopération militaire est plus limitée. La France, en particulier, traîne le lourd héritage colonial. Les relations franco-algériennes oscillent entre coopération nécessaire et tensions récurrentes. Les États-Unis n'ont quasiment aucune présence militaire en Algérie. Washington et Alger se regardent avec méfiance. Les Américains voient l'Algérie comme trop proche de Moscou. Alger voit Washington comme le soutien indéfectible d'Israël. Au-delà de sa dimension militaire, l'Algérie joue, ou cherche à jouer, un rôle de médiateur dans les conflits régionaux. Ce rôle s'inscrit dans une tradition diplomatique longue et cohérente. En 1979, les accords d'Alger ont permis la libération des otages américains détenus en Iran après la révolution islamique. L'Algérie avait servi d'intermédiaire crucial entre Washington et Téhéran, deux capitales qui refusaient de se parler directement. En 1988, la déclaration d'Alger sur l'État palestinien. Plus récemment, l'Algérie a facilité des discussions entre factions palestiniennes rivales, Fatah et Hamas notamment, cherchant à réunifier le leadership palestinien face à Israël. Elle a également joué un rôle dans les crises sahéliennes, dans la crise libyenne, dans les tensions entre le Mali et ses voisins. Ce rôle de médiateur est une extension naturelle de la doctrine de non-ingérence. Si l'Algérie ne prend pas parti, elle peut servir d'honnête courtier, d'espace de dialogue pour des parties qui ne peuvent se parler directement. C'est un soft power réel, même si souvent sous-estimé. Face au conflit Iran-Israël, l'une des grandes questions est « le monde arabe peut-il parler d'une seule voix ?» La réponse honnête est non, pas facilement. Le monde arabe est profondément divisé. D'un côté, les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, qui ont normalisé ou sont en voie de normaliser avec Israël. Ces pays voient l'Iran comme la menace principale, pas Israël. De l'autre côté, l'Algérie, l'Irak, le Yémen, des fractions de l'opinion publique dans toute la région qui maintiennent la cause palestinienne au cœur de leurs priorités. La Ligue arabe, censée être le forum de coordination régionale, est paralysée par ces divisions. L'Algérie a cherché, lors de la présidence de l'Union africaine en 2022 et lors de sommets de la Ligue arabe, à reformer un front arabe unifié sur la Palestine, sans grand succès. Mais elle continue d'essayer, parce qu'une Ligue arabe efficace, capable de porter une position unie à l'ONU et dans les forums internationaux, serait un outil de puissance diplomatique collectif extraordinaire. C'est une vision longue, parfois frustrante, mais cohérente avec la doctrine algérienne. Une analyse rigoureuse ne peut pas se limiter à lister les capacités, elle doit aussi parler des défis. L'ANP fait face à plusieurs défis internes importants. La dépendance aux importations militaires est le premier d'entre eux. Malgré les efforts de l'industrie nationale de défense, l'essentiel des systèmes d'armes complexes vient de Russie. Dans un monde où les relations géopolitiques évoluent rapidement, la guerre en Ukraine a montré la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. Cette dépendance est un risque stratégique. La question des ressources humaines qualifiées est également prégnante. Former des pilotes de chasse modernes, des techniciens de systèmes de missiles, des experts en cyberdéfense, des officiers de renseignement, c'est une œuvre de longue haleine qui nécessite des décennies et des investissements massifs en formation. La transparence et la gouvernance interne sont des sujets que l'institution militaire algérienne gère avec discrétion. La politisation de certains aspects des forces armées algériennes, les questions de corruption dans les marchés de défense, des problèmes que partagent beaucoup d'armées dans le monde, mais qu'il ne faut pas minorer. Et enfin, le défi de la cohésion nationale. L'Algérie reste une société traversée par des tensions identitaires, arabité contre amazité, nord contre sud, modernisme contre conservatisme, une armée qui reflète une société et qui doit aussi la dépasser. Sur le plan géostratégique, l'Algérie fait face à un environnement particulièrement complexe. À l'est, la Libye reste un État failed state, traversé par des milices, des mercenaires étrangers, turcs, russes, émiratis, et des trafics en tout genre.
La frontière algéro-libyenne est longue et difficile à surveiller intégralement. Au sud, le Sahel explose. Le Mali a chassé les forces françaises et se tourne vers la Russie. Le Burkina Faso est en proie à des coups d'État répétés. Le Niger a suivi. Ces bouleversements créent un terreau fertile pour les groupes djihadistes, JLIM, EIGS, qui menacent directement les frontières méridionales algériennes. À l'ouest, la relation avec le Maroc est au point mort. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en août 2021. La question du Sahara occidental, le conflit de basse intensité qui oppose le Front Polisario, soutenu par Alger, au Maroc, empoisonne la relation depuis des décennies. Cette brouille stratégique prive le Maghreb d'une coordination sécuritaire qui serait pourtant cruciale. Et puis, il y a la Méditerranée. Les flux migratoires, les tensions avec certains pays européens sur les politiques d'expulsion, la présence navale croissante des grandes puissances, tout cela crée un environnement maritime de plus en plus chargé. L'Algérie doit gérer simultanément toutes ces menaces sur un front de sécurité qui s'étend du Sahara profond jusqu'aux côtes méditerranéennes. C'est un défi colossal. Alors, quelle conclusion tirer de cette analyse ? L'Algérie n'est pas une puissance qui cherche la guerre. Elle n'est pas une puissance revancharde, expansionniste, agressive. Mais l'Algérie est une puissance, une vraie puissance. Une puissance qui a les moyens de sa politique, même si parfois la politique dépasse les moyens. Face au conflit Iran-Israël, l'Algérie a choisi sa voie avec constance et cohérence. La neutralité active, le soutien à la cause palestinienne sans alignement sur aucune puissance régionale, la construction d'une force militaire dissuasive, non pas pour attaquer, mais pour décourager tout aventurisme contre son territoire ou ses intérêts. L'Armée nationale populaire est l'héritière de l'Armée de libération nationale qui a combattu une des plus grandes puissances coloniales du XXe siècle et l'a vaincue. Elle porte dans son ADN la mémoire de millions de martyrs tombés pour que l'Algérie soit libre, et elle a la responsabilité de protéger cette liberté, chèrement acquise, face à tous les défis du XXIe siècle. Dans un Moyen-Orient en flammes, dans un Maghreb sous tension, dans un monde qui cherche son équilibre entre les anciennes et les nouvelles puissances, l'Algérie représente quelque chose de précieux et de rare. Un pays qui ne vend pas son âme. Un pays qui ne normalise pas avec l'oppresseur. Un pays qui dit non à l'ingérence, non à la vassalisation, non aux guerres par procuration. Est-ce que cela suffit ? Est-ce que la neutralité protège vraiment face aux tempêtes qui viennent ? C'est la grande question. Et c'est précisément pour y répondre que l'Algérie continue, chaque jour, de renforcer son armée, de former ses soldats, de moderniser ses équipements. Parce que dans ce monde impitoyable, la paix ne s'obtient pas en suppliant. Elle s'obtient en étant assez fort pour que personne n'ose vous menacer. Voilà la leçon de l'Algérie. Voilà la doctrine de l'ANP. Voilà pourquoi sur Algérie Puissance, nous analysons, nous décryptons, nous expliquons cette armée extraordinaire au service d'un peuple extraordinaire. Likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Partagez-la avec ceux qui veulent comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse. L'Algérie est grande. L'Algérie est forte. L'Algérie est debout.